Chers amis téléspectateurs de TV Liberté, de l'émission Synthèse, bonjour à cette nouvelle émission. Bonjour Philippe Randa. Bonjour Roland. Vous avez beaucoup de choses à nous dire, je crois, parce que vous avez suivi l'actualité de presse ces jours derniers, et on va avoir l'occasion d'en parler. L'actualité politique, peut-être. Non, l'actualité sportive. Non, je crois pas que ce soit sportive, faut genre, pas compter sur moi. Je vous connais pas beaucoup là-dessus. Bon, l'actualité politique. Et nous avons comme invité aujourd'hui quelqu'un qui a un projet ambitieux. C'est celui de sauver la France. Rassurez-vous, il n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Il s'est contenté d'écrire un livre. Dans ces cas-là, on dit tout un programme, et le voilà. Tout un programme. Et voilà le programme. Il a écrit un livre qui s'appelle, comme son nom l'indique, Comment sauver la France pour une Europe des nations avec la Russie. Marc Rousset, bonjour. Bonjour. Marc Rousset, vous êtes un habitué de cette émission. Vous êtes déjà venu pour vos précédents ouvrages, en particulier ce livre remarquable que vous aviez écrit il y a quelques années, qui s'appelait Paris, Berlin, Moscou. La nouvelle Europe, Paris, Berlin, Moscou. Europe, Paris, Berlin, Moscou. Et sur l'héroïsme aussi. Et sur l'héroïsme aussi. C'est vrai que vous avez fait ce livre aussi sur l'héroïsme. Je crois que vous étiez venu aussi nous en parler. Oui, bien sûr. Et donc là, vous récidivez. Vous allez finir en prison, ça continue. Vous récidivez en nous proposant cet ouvrage, Comment sauver la France, aux éditions du Panthéon. C'est un beau livre, très dense. Oui. Encyclopédique et synthétique d'à peu près 450 pages. Et qui en est déjà à sa réédition, puisque là, vous nous avez dit que cette couverture ne serait plus la même, exactement. Oui, c'est le même titre et le même dessin, mais fait différemment. Des prétentions de best-seller, et pour cette raison, avec l'éditeur, nous avons décidé de lui donner une couverture appropriée, en s'inspirant d'ailleurs de La France n'a pas dit son dernier mot, qui a un titre énorme. Et donc, voilà. Eh bien, puisque je tiens à le dire publiquement, je suis donc un fervent, je suis d'abord un ami depuis 10 ans d'Éric Zemmour, et je vais participer à son équipe de campagne en m'occupant plus particulièrement des problèmes de la Russie. Eh bien, soyez-en félicités. Alors, on va contribuer à que ce livre devienne un best-seller, puisque grâce à nos nombreux téléspectateurs qui vont s'empresser de le commander, on le trouve, enfin, en principe, on dit ça en fin d'émission, enfin, puisqu'on en parle, parlons-en, on le trouve sur différents sites, sur Amazon, partout. Bon, il n'y a aucun site. Il peut être commandé dans toutes les librairies et on le trouve sur tous les sites. D'accord, très bien. Dans toutes les bonnes librairies et même les autres. Ils vaut combien 26,90 €. 26,90 €, pour pas dire 27. Voilà. TTC. Hein. TTC, d'accord. Bon, écoutez, on va parler de votre livre dans 3 minutes, mais Philippe, vous avez été de votre campagne, de votre presque verdoyante campagne, enfin encore un peu blanche le matin sous la gelée, mais vous avez suivi de près les dernières nouvelles. Les dernières nouvelles, à l'heure où est enregistrée cette émission, c'est effectivement la prestation de Valérie Pécresse à son meeting, à son premier grand meeting qui devait relancer sa campagne. Enfin, quoi que relancer, il faudrait déjà qu'elle ait commencé. Et visiblement, ça a été franchement un bide. C'est médiocre. C'est médiocre. Joli, mais médiocre. J'ai lu un tweet de quelqu'un que je ne citerai pas, c'est pas la peine, disant qu'elle avait été remarquable et tout, mais je pense pas que d'ailleurs son soutien l'intéresserait beaucoup. Il faut ratisser large. Je ratissais large, oui. Il faut ratisser large. Mais unanimement, ce qui est terrible, c'est qu'ils ont fait un raout sur son premier meeting où là, elle devait, sinon renverser la table, du moins, et entrer en campagne, on allait voir ce qu'on allait voir, mais ils en ont fait tellement pour quelqu'un qui, de fait, n'est pas un orateur. Tout le monde n'est pas orateur. Hein. Tout le monde n'est pas Jean-Marie Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon ou d'autres, mais elle est spécialement mauvaise. Je peux appeler une petite impression personnelle, c'est au-delà des qualités d'orateur ou d'oratrice, c'est surtout le fait que cette personne ne parle pas le vrai, et donc ça ressort d'une façon ou d'une autre. Oui, mais là, tout à fait. On va en parler. C'est le fait aussi d'une incompétence et d'un amateurisme dans sa campagne, parce que lorsque on a un candidat, on le prend comme il est, avec ses qualités et ses défauts, mais on n'essaie pas de mettre en avant, de la mettre, elle, en avant, là où elle n'est pas bonne. Au contraire, on lui prépare ça. Il faut dire que face à un Éric Zemmour, aujourd'hui, qui s'est affirmé véritablement, en particulier lors du meeting de Villepinte, comme un véritable orateur de talent, Valérie Pécresse, il faut qu'elle s'accroche pour y arriver. Oui, mais ce que je ne comprends pas, et c'est là où je vais arrêter ensuite sur cette pauvre Valérie Pécresse, c'est qu'elle est entourée, paraît-il, de spécialistes, de professionnels, qu'elle doit sans doute payer fort cher, et lorsqu'on a un produit, on voit comment le mettre en valeur de la meilleure des façons. Et non, on n'essaye pas de l'envoyer sur un terrain
où ce candidat n'est pas bon. Oui, Ça me semble évident. Donc c'est une faute impossible. Ou alors elle n'écoute personne et elle a voulu montrer ce dont elle était capable. Il me semble que c'est une incompatibilité. C'est ce fait de ne pas parler vrai alors qu'elle avait reçu le message qu'il fallait parler pour exciter les foules. C'est difficile de parler vrai quand on est dans le parti de Valérie Pécresse. Oui, et surtout lorsqu'on s'appelle Valérie Pécresse. Et qu'on dit tout le contraire de tout. Voilà. On a tout fait. Tiens, dans le dernier... Tiens, alors, puisqu'on va inverser... Aujourd'hui, c'est une émission révolutionnaire, on va tout changer l'ordre des choses. Dans le dernier numéro de Synthèse Nationale que je vous présente ici, entre autres, il y a une série d'interventions de Valérie Pécresse qui est assez édifiante, datée avec l'origine de ses interventions dans la presse, qui donne un ordre d'idée sur la soi-disant candidate de la droite, la candidate soi-disant de la droite, en tout cas, Valérie Pécresse, dans le texte. Donc, après ça, c'est dit qu'on a lu ça, c'est difficile de parler vrai, en tout cas, de dire des choses intéressantes. Ce d'autant plus que le meeting qui devait relancer la campagne de Mme Pécresse a quand même été largement occulté par le ralliement du sénateur Stéphane Ravier à Éric Zemmour. C'est quand même un élément important parce que le seul sénateur du Rassemblement national se rallie à Éric Zemmour. Juste après, il y a quelques jours, quelques semaines, Gilbert Collard, comment s'appelle, un certain nombre d'autres députés, la députée des territoires des départements et territoires d'outre-mer. Donc tout ça commence à faire du monde. Et ça a occulté en grande partie l'impact du meeting de Mme Pécresse. Effectivement, on a parlé davantage du ralliement de Stéphane Ravier que du futur avec 7500 personnes seulement, c'est-à-dire beaucoup moins que Zemmour à Villepinte. 7500, ça me semble beaucoup. Et certainement des personnes avaient été racolées pour avoir participé à l'organisation de meetings dans le passé au Zénith, c'est pas 7500 places, c'est 5000 places à peu près. Évidemment, c'est une bonne guerre de dire des chiffres un peu plus importants. Comme nos adversaires de toute façon les minimisent, regardez le meeting de Villepinte, soi-disant il y avait 12 000 personnes, en réalité il y en avait plus que 15 000, voire 17 000. Alors, justement, puisqu'on parle, c'est peut-être plus la peine de parler de sa prestation, mais au moins de ce que représente la candidate Pécresse et du parti d'où elle vient, parti qui se redécouvre de droite, puisque maintenant c'est de bon ton de dire qu'on est de droite. Vous avez étudié leur programme. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même dans le programme de Valérie Pécresse qui pourrait être estimable ou sauvable ? Ou est-ce qu'il n'y a rien ? Mais si on s'en tient aux mots, ils essayent de tout faire avec les mots. On change la façade et on met du ripolin et on marque programme de droite avec des velléités de combattre l'immigration, d'accroître la sécurité, etc. Mais le problème, comme l'a dit très justement, j'écoutais encore notre ami Éric Zemmour, pas plus tard que hier, il avait fait une prestation, je ne sais pas si elle repassera, sur Sud Radio, qui est remarquable, avec Alexandre Devecchio, qui est remarquable. Et ce qu'il dit très justement, c'est que cette personne... D'abord, moi je pense qu'elle a deux problèmes. Elle est dans un truc impossible, pour la raison qu'elle ne parle pas de ce qu'elle pense et de ce qu'elle est véritablement. Et en plus, Zemmour l'a dit très justement, c'est que cette personne accepte l'état de droit. Donc, à partir du moment où on accepte l'état de droit, elle aura les mains liées dès le départ, elle ne pourra jamais faire le quart, le huitième de ce que dit Éric Zemmour. Parce que Zemmour l'a dit très justement, lui, il ne va pas accepter l'état de droit. Il veut combattre l'Union européenne de l'intérieur, à partir d'un référendum, la voix du peuple étant la loi suprême, n'est-ce pas ? Or, Pécresse, elle part, d'abord, elle ne croit pas ce qu'elle raconte, et deux, elle ne veut pas combattre l'état de droit. Donc, par définition, cette personne, elle ne fera jamais ce qu'elle dit. État de droit, état de droit, c'est-à-dire de respecter toute la pensée unique, c'est-à-dire de respecter la Constitution actuelle, de respecter le droit de l'homisme, de respecter le juridisme actuel après le coup d'État des trois cours. Il faut le savoir qu'il y a eu trois coups d'État dans notre système juridique. La Cour le Conseil constitutionnel, ce qui a commencé en 1971. En plus, après, vous avez eu le coup d'État du Conseil d'État en 1978.
n'est-ce pas, avec le regroupement familial. Et vous avez eu, en 2011, vous avez eu le coup d'État de la Cour de cassation qui a accepté justement la juridiction de la CEDH, donc de la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis vous avez un autre problème. Il y a une sorte comme de deux mâchoires, cette pensée unique. Vous avez la Cour de justice de l'Union européenne qui, depuis 1963, essaye, avec différents arrêts, etc., de classer le droit européen en prime par rapport, disons, devant primer sur le droit français et des États. Donc Philippe, pour vous, Philippe, il faut s'il te plaît. casser ça. Philippe, Bien sûr, s'il vous sinon plaît. on n'y arrivera jamais. Les amis, on a commencé cette émission en bouleversant un petit peu l'ordre des choses, mais il y a un point quand même sur lequel, pardonnez-moi de vous interrompre, mes amis, mais qui est quand même important à souligner d'abord, de présenter notre invité, parce que je connais Marc Rousset, c'est un ami depuis 15 ans, voire plus peut-être, je ne sais plus, enfin il y a tellement de temps qu'on se connaît qu'on fait plus attention. Donc il est bavard et il a toujours des choses intéressantes à dire. Le problème, c'est qu'il faut d'abord le présenter, parce que tous amis téléspectateurs, vous ne le connaissez peut-être pas tous. Alors, Marc Rousset, bonjour. Bonjour. Parce que normalement, ça commence comme ça, l'émission. Bonjour Marc Rousset. Alors, vous êtes docteur en sciences économiques, vous êtes diplômé des universités de Columbia et Harvard, c'est ça? Si je me trompe. Je suis HEC au départ. Vous êtes HEC au départ. Et vous ne l'avez pas mis sur votre CV, vous auriez dû le... Il me semble que ça y est, diplômé. Écoutez, non, moi je dis votre CV. Importe. Qu'importe. Bon, vous avez fait HEC, oui. donc c'est déjà quelque chose. Vous avez eu le prix de l'Académie des sciences morales et politiques en 1994. Oui. Vous avez déjà publié plusieurs livres, dont l'un avec Raymond Barre, oui. qui fut Premier ministre à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing. Et président de la Commission européenne. Et président de la Commission européenne. Donc un livre qui s'appelait Pour le renouveau de l'entreprise. Oui. Oui, parce que vous avez aussi une carrière professionnelle qui vous a amené à travers le monde. Enfin, directeur général dans des grands groupes. Voilà. Mais j'ai gardé la foi patriotique, c'est ça le problème. Il y a des gens qui ont perdu leur foi patriotique. Voilà. Moi, ça n'a pas été le cas. Et ce qui m'a beaucoup touché, même étudiant je me rappelle, dans les business schools, je sentais le problème. Vous m'aviez dit quelque chose un jour qui m'a beaucoup touché. Vous m'aviez dit, même quand vous étiez à la tête d'entreprises internationales au bout du monde, vous suiviez ce qui se passait dans la droite nationale française. Oui. Et vous m'aviez dit ça. Donc, toujours été patriote. Voilà. Il y en a, plus que l'on pense, des gens qui, pour nourrir leur famille, sont dans des groupes nationaux ou multinationaux, et puis qui sont patriotes. Il faut quand même... Bien entendu. Alors, vous avez été aussi l'auteur de La Nouvelle Europe de Charlemagne. Oui, avec Alain Perfit. Préfacé par Alain Perfit. Et de La Nouvelle Europe, Paris, Berlin, Moscou, préfacé par Yuri Roubenski. Oui. De l'Académie des sciences de Russie, qui est l'Alain Perfit russe. Il faut savoir qu'en Russie, il est extrêmement connu, et que j'ai eu l'aide d'ailleurs de l'ambassade de Russie, on avait visité entre lui et Gorbatchev. Donc, c'était pour dire que l'homme a vraiment du prestige. Il y a un autre livre aussi dont on a fait allusion tout à l'heure, Adieu l'argent roi, place aux héros européens, aux héros européens. Voilà. Donc vous êtes quelqu'un qui a déjà publié plusieurs livres, et on en arrive donc à ce livre, Comment sauver la France. Alors on va reprendre cette conversation, parce que ça j'aurais dû le faire dès le début, mais tout de suite notre conversation s'est engagée là-dessus, sur des sujets, et donc voilà qui est fait. Alors, continuez. Bien, Comment sauver la France, c'est un livre, je le dis avec humilité, c'est le livre de ma vie. Bon, déjà, j'annonce les couleurs. Pourquoi ? Parce que c'est un livre, si je n'avais pas écrit, si je n'étais pas ce que je suis, c'est-à-dire un ancien chef d'entreprise qui a parcouru le monde, qui a eu la chance d'étudier dans le monde universitaire français, auquel je suis très reconnaissant d'ailleurs, parce que je dois dire que si je n'étais pas docteur d'État en sciences éco, je ne serais jamais ce que je suis aujourd'hui. Donc je suis très reconnaissant à l'université française. Vous pensez que le niveau à l'époque où vous étiez élève et le niveau aujourd'hui est resté le même encore ou pas ? Non, le niveau a baissé, mais ça s'est effondré. Au-delà du niveau, c'est le fait d'avoir eu la formation d'économiste sans aucune équivalence et d'être passé par toutes ces étapes et d'être un véritable économiste, n'est-ce pas, étant passé par toutes les arcanes, puisqu'à l'époque, il y avait même une rivalité qui a disparu complètement aujourd'hui, mais je dois le dire, il y avait une rivalité lorsqu'on était diplômé d'HEC et qu'on arrivait à l'Université de Paris. Moi, j'avais été obligé à l'oral de gommer HEC sur mon livret parce qu'il y avait des professeurs
qui pouvaient me recaler. Parce qu'à l'époque, l'université avait des prétentions excellaient, et donc considérait les grandes écoles comme un concurrent. Voilà. Et donc je suis passé par toutes ces étapes, et j'ai la chance en plus d'avoir connu l'économie de l'intérieur. Ensuite, de virer la géopolitique. J'étais comme Saint Paul sur son chemin de Damas. Il y a un livre qui m'a frappé, le livre qui m'a fait basculer. Bon, comme auteur, c'est Guillaume Fay, qui m'a beaucoup contribué au départ. Et puis, Julien Freud, c'est le livre qui, pour moi, a joué un rôle très grand. C'est La décadence de Julien Freud. Lorsque j'ai lu ce livre, j'ai découvert un nouvel univers qui était en fait le monde de la géopolitique. Et là, je suis devenu un autre homme. C'est-à-dire que j'ai quitté le monde du management, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on écrit un livre comme cela, le management, ça vous sert pratiquement à zéro. Hein. Vous apercevez que tout ce que vous apprenez en management, c'est des outils techniques. Mais ce qui compte, la géopolitique, l'économie sert. Mais le management, ça sert à zéro. Ça sert uniquement à gérer des entreprises. Voilà. D'accord. Donc alors, j'ai fait la synthèse de tout ça. Revenons peut-être à votre livre, parce que c'est quand même l'objet de cette émission. Donc, vous préconisez un certain nombre de mesures pour sauver la France. Hein. Oui. Vous préconisez bien sûr une Europe des nations avec la Russie, une entente avec la Russie. Oui. Alors, c'est pas évident parce que dans l'état actuel des choses, la Russie, c'est un petit peu celui qu'on désigne comme étant le grand méchant loup. Ah oui, je dirais pour les ânes de la pensée unique. J'annonce les couleurs. Alors, tiens d'ailleurs à ce propos, parlez-nous un petit peu, quelle est votre position, enfin votre avis sur le conflit, ou en fait conflit dont on parle. Alors là, c'est là où j'apporte ma voix, et qui est une voix de long terme, puisque ma voix, elle a le livre fondamental au départ, c'est lorsque j'ai écrit La Nouvelle Europe Paris-Moscou, qui est un livre qui avait vraiment une vision géopolitique à long terme. Donc je ne suis pas un homme qui, pour des raisons d'intérêt quelconque ou mercantile, défend la Russie. Non, la première idée que je défends, bec et ongle, c'est que c'est l'intérêt de l'Europe que la Russie soit une superpuissance. Parce que la Russie, c'est le bouclier, c'est le chien de garde. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est le chien de garde de la civilisation européenne, de l'Europe à l'Est. La Russie est la nation qui nous protège vis-à-vis de la Chine. Il faut ne jamais oublier qu'il y a 3500 km de frontières entre la Chine et la Russie. La Russie nous protège vis-à-vis de tous les États de l'Asie centrale, des États qui sont eux aussi des descendants de la Horde d'Or, vis-à-vis du Caucase, vis-à-vis de la Turquie, qui est l'ennemi, c'est un ennemi historique de la Russie. Et donc, cette Russie, j'emploie le terme de chien de garde parce que c'est vraiment son terme. Alors, il ne faut pas que ce soit considéré comme péjoratif, mais on a vraiment besoin d'un chien de garde à l'Est, parce que si vous n'êtes pas puissant à l'Est, pour être respecté, c'est pas facile. D'une façon plus élégante, on parlera de bouclier. Et je défends, je dis bien, d'une façon tout à fait impartiale, à partir de ma réflexion, avec un cœur de patriote français, dans l'intérêt français et de la France, l'idée que l'Ukraine doit revenir à la Russie pour des raisons historiques. Je peux vous en parler pendant des heures. Je connais à fond l'histoire de l'Ukraine que j'ai lue et relue par cœur. L'Ukraine, c'est l'Alsace-Lorraine de la Russie. Mais il y a une chose qui est fondamentale. Il y a un monsieur qui s'appelait Zbigniew Brzezinski qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Le Grand Échiquier. Et il est marqué noir sur blanc dans Le Grand Échiquier que il faut faire absolument, dans l'intérêt de l'Amérique, il faut absolument que jamais, au grand jamais, la Russie récupère l'Ukraine. Brzezinski, qui était le conseiller... Le conseiller de Bush. De Bush, voilà. Et qui était évidemment d'ascendance polonaise, et dont la fille aujourd'hui aussi est toujours assez anti-russe. Mais lui, il l'avait vu juste. Il l'a vu juste. Enfin, là, vous êtes en train de parler carrément de supprimer l'indépendance de l'Ukraine. Non, mais l'Ukraine, qui est une nation, soit absorbée par la Russie. Alors, non, absolument pas. Alors là, je me permets d'aller dans porte-à-faux. Hein. Je connais, on peut faire toute l'émission là-dessus, d'ailleurs. Hein. Non, l'Ukraine, il faut savoir que l'Ukraine, d'abord, deux, trois choses, sans vouloir vous saouler. Hein. Il faut savoir que la Russie a commencé en 882 avec un prince russe, n'est-ce pas, qui descendait de la descendance des Rukides,
et qui a fait la conquête de Kiev. Et de 880 jusqu'à 1250, c'est-à-dire jusqu'aux invasions tartaro-mongoles, vous avez eu la Russie n'existait pas. La Russie, la capitale de la Russie a été transférée de Novgorod, c'était là où les Scandinaves étaient arrivés au départ, et ces princes scandinaves qui ont pris le pas sur les Slaves ont conquis Kiev, et la Russie, on parlait le russe en Biélorussie, on parlait russe en Ukraine, on parlait russe partout. De 880. En 980, la Russie s'est convertie à la religion orthodoxe en Ukraine. Sur les bords de la mer Noire, ça s'est passé en Ukraine. Ce n'est qu'en 1250, après les invasions tartaro-mongoles, que à ce moment-là, la Russie de Kiev, la Rousse de Kiev, a disparu, jusqu'à ce que les Polonais reprennent le contrôle de l'Ukraine et que les Russes aussi éclipsent la Horde d'Or, jusqu'en 1500 et des poussières, où là, les Polonais ont pris le contrôle de l'Ukraine, les hordes de Tartares ayant été repoussées vers l'Est. Et ensuite, l'histoire de l'Ukraine a basculé en 1654, lorsqu'un cosaque Zaporok, qui s'appelait Letman Bodman Zmelinski, a joué la carte de la Russie. Et c'est ce jour-là où le destin de l'Ukraine a basculé du côté de la Russie, en 1654, car ce cosaque Zaporok a voulu combattre la Pologne et s'est allié avec la Russie. Et petit à petit, la Russie a pris le contrôle de l'Ukraine. La Russie qui venait du nord, puisqu'entre temps c'était la principauté de Moscovie, c'était non plus Kiev qui était la capitale. Et petit à petit, les Russes, ils ont pris donc, suite à un accord entre la Pologne et la Russie, ils ont pris tout le contrôle de ce qui était à l'est du Dniepr et à l'ouest. Sont les Polonais. Et après, avec l'histoire, je pourrais vous en parler aussi pendant des heures, finalement, les Russes ont réussi, en particulier lors du partage de la Pologne, en 1700 et des poussières, ils ont repris toute la partie polonaise qui était contrôlée en Ukraine. Et de 1700 et des poussières, c'est-à-dire après le partage de la Pologne jusqu'à 1995, on oublie le petit passage de 1918, l'Ukraine a été sous contrôle russe, n'est-ce pas? Donc l'Ukraine, c'est l'Alsace-Lorraine de la Russie. Alors il y a quand même des nationalistes ukrainiens qui ne voient pas tout à fait les choses comme ça. Oui. Alors moi je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai bien compris, il y a quand même la moitié de l'Ukraine qui est très russophobe. Non, c'est pas la moitié de l'Ukraine. La seule partie qui est russophobe, je vous l'indique, et d'ailleurs, moi je dis bien, la Russie a le droit historique de reconquérir toute l'Ukraine, sauf la Galicie. Parce que cette région-là, elle a été polonaise au départ, comme je vous le disais, elle a été ensuite austro-hongroise, lors du partage de la Pologne, c'est-à-dire que la Galicie n'a pas été récupérée par la Russie, mais a été récupérée par le royaume d'Autriche-Hongrie, n'est-ce pas? Et c'était l'ensemble de la Galicie. Et ce qu'on appelle aujourd'hui la Galicie, c'est la partie que Staline, en 1939, a récupérée, c'est-à-dire c'est la Galicie occidentale. La Galicie orientale, qui comprend Cracovie, elle, de tout temps, était polonaise. Et aujourd'hui, cette région-là, elle est viscéralement anti-russe. C'est elle qui a envoyé des divisions SS lorsque les Allemands sont rentrés en Allemagne. Celle-là, je ne conseille pas aux Russes de la reprendre. Il faut savoir que lorsque les Russes ont repris l'Ukraine, ils ont poursuivi, comme les Lituaniens, les frères de la Forêt, jusqu'en 1955, vous avez eu des rebelles. Cher Marc Roussel, vous venez nous faire un cours passionnant sur l'histoire de l'Ukraine. Sur l'histoire. Non, mais c'était passionnant. Mais pour vous dire que je connais mon histoire. Alors, donc, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui va aboutir là? Moi, ce que je souhaite, c'est que la Russie, parce que sinon, pour moi, vous souhaitez, mais qu'est-ce qui est probable? Moi, je dis ce qui est probable. Et ce que je souhaite, c'est que Poutine déclenche les hostilités et fasse la conquête de l'Ukraine. Moi, si j'étais Poutine, je ferais la conquête de l'Ukraine pour avoir été en Ukraine sur place, avoir écouté les Ukrainiens. Et je m'arrêterai en Galicie, c'est-à-dire toute la partie, je garderai les terres des céréales, et je m'arrêterai vers les Carpates là-bas. Parce que là, effectivement, je redonnerai la partie hongroise aux Hongrois, parce que vous savez, dans la partie occidentale de l'Ukraine, il y a une partie qui peut aller aux Roumains, il y a une petite partie qui va aux Hongrois. Je redonnerai la Galicie même aux Polonais, ils feront ce qu'ils veulent. D'ailleurs, c'est la destruction de l'Ukraine. C'est pas la destruction, c'est faire de la Russie... en tant qu'État-nation. Mais non,
si, mais c'est ça. Oui. C'est clair. Et c'est de faire, Entre de la la Russie de nouveau une superpuissance de 200 millions d'habitants, c'est-à-dire faire le ça, c'est tous contraire. les avantages de la Russie. Pourquoi Oui. pas? Peut-être qu'historiquement, ils Oui, peuvent avoir des droits et tout ça. si je m'appelais Enfin, Poutine, là, vous supprimez complètement un pays. je le supprime Qui pas. existe quand même depuis longtemps, parce que Je les suis- problèmes avec l'Ukraine, ça fait un moment que ça dure avec la Russie. Au moment Non, ce qui se passe avec des l'Ukraine, bolcheviks, ce qu'il faut il y a quand même bien eu savoir, 2 c'est millions de morts de que la qui est famine. l'agresseur. Non, mais ça, l'histoire de Holodomor, c'est une autre affaire avec Staline qui voulait Je pense que importer ça les a machines fait d'outils. l'Union ça a soviétique. laissé un certain contentieux. Bien sûr, ça c'est vrai, c'est exact. Et c'est la raison pour laquelle les Ukrainiens à l'époque, et d'ailleurs von Manstein l'a dit, si on avait mis le drapeau ukrainien à l'époque sur le parlement de la Lada, on gagnait la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce qu'a dit von Manstein, n'est-ce pas? Parce que les Ukrainiens à l'époque avaient été... Il y a eu 10 millions de morts entre 18 et 1939. Il y en a eu 4 millions de morts pour la famine, déclenchée par Staline. Et puis avec les autres morts, la guerre civile, tous les Ukrainiens qui ont été embauchés dans l'armée des tsars, etc. Les Ukrainiens entre 18 et 1939, ils ont perdu 10 millions de personnes. Donc, Solzhenitsyn l'a dit, il y a une rancœur, il l'a dit dans les camps, il comprend la rancœur des Ukrainiens qui ont vraiment été sous le joug de Staline, n'est-ce pas? C'est ça qui a joué. Mais moi, la personne qui m'a préfacé, qui s'appelle Rubinsky, qui est venu 20 fois à Paris, avec qui je discutais, qui était ukrainien d'origine. Alors, je peux vous dire que j'en connais un rayon, parce que lui, il était ukrainien, cet homme d'origine. Hein. Et il m'a expliqué tout ça. Il faut savoir que l'ukrainien, comme je le disais, c'est une langue bâtarde qui vient du russe, puisque la Russe de Kiev, en Biélorussie, en Russie et en Ukraine, tout le monde parlait le russe au départ. Donc l'ukrainien, c'est comme le portugais par rapport à l'espagnol. Moi, j'ai été en Ukraine, j'ai écouté. Tout le monde comprend le russe en Ukraine, il faut le savoir. Et puis, vous allez en Crimée, qui est peuplée de Russes, hein, puisque c'est les Russes qui ont peuplé la Crimée. Donc, lorsqu'on dit que... Ça se tente de rire. Lorsqu'on dit que l'Ukraine a perdu la Crimée, mais le scandale, c'est que la Crimée, elle a toujours été russe, puisque, comme je vous le dis, elle a été conquise par les Russes, sur les Turcs, et elle est peuplée de Russes. Alors, le scandale, c'est que Khrouchtchev avait donné la Crimée à l'Ukraine en 1954, et c'est un mensonge de dire que la Crimée faisait partie de l'Ukraine. La Crimée n'a jamais fait partie de l'Ukraine. Donc le problème fondamental pour Poutine, et je vais plus loin parce que je connais bien l'histoire, c'est que moi je considère Poutine comme un homme d'État au même titre que De Gaulle, Churchill, etc. Je dis bien, et je pèse mes mots, que si Poutine n'a pas le courage de rentrer dans le lard et de faire la conquête de l'Ukraine, ce ne sera pas un grand homme d'État. Voilà à quel point... Mais est-ce que vraiment les Ukrainiens menacent les Russes aujourd'hui ou pas? Mais le problème n'est pas là. C'est pas la menace. La menace, elle vient de l'OTAN. Parce qu'il faut savoir que l'agression... En fait, pourquoi est-ce que Poutine veut rentrer en Ukraine? Parce que c'est le contre-coup du coup d'État de 2014 de Maïdan, qui, comme vous le savez, je peux vous citer Madame Nuttland, qui l'a dit noir sur blanc, le coup d'État de Maïdan. Madame Nuttland, c'est qui? Nuttland, c'est qui? C'était le secrétaire d'État américaine, qui a dit ils avaient investi 5 milliards d'euros. Et ils ont manœuvré la CIA avec les services secrets polonais et avec les gouvernements, les mouvements patriotiques ukrainiens, pour faire le coup d'État de Maïdan. On se demande même si c'est pas des gens payés par la CIA qui ont tiré sur la foule pour déclencher, pour qu'il y ait eu 74 morts, comme vous le savez. Oui. Voilà. Alors c'est la première idée, c'est que la Russie en fait répond, si elle prend le contrôle de l'Ukraine, c'est se séparer d'un gouvernement fantoche qui a été mis en place suite à un coup d'État, puisque avant Maïdan, il y avait un homme pro-russe qui s'est fait foutre dehors, qui s'appelait Ivanovitch, je ne sais plus son nom exact, et qui a été mis... ça a été Qui avait été élu démocratiquement. Il a été obligé de quitter. Il avait été élu, il était arrivé au pouvoir. Mais bien sûr, il était au pouvoir démocratiquement. Et c'est suite au mouvement de Maïdan qu'il a été amené à quitter. Voilà. Alors ça, c'est la première idée. Et puis ça, c'est le point de vue que la Russie, en fait, ne fait que répondre à une attaque, à l'expansion vers l'Est de l'OTAN. Première idée. Et deuxième idée, c'est ce que j'ai toujours dit publiquement aux Russes, publiquement, c'est que si la Russie veut redevenir une grande puissance, il faut qu'elle soit une nation de 200 millions d'hommes. Si on veut être protégé par la Russie vis-à-vis du Caucase, vis-à-vis de la Chine... Combien d'habitants l'Ukraine?
45 millions. 45 millions. Voilà. Donc actuellement, la Russie, c'est 146 millions d'habitants. Si à terme, moi je souhaite même qu'elle prenne le contrôle total de la Biélorussie, environ 10 millions, ça redevient la grande puissance internationale. Et moi je souhaite, dans l'intérêt de l'Europe, que la Russie prenne le contrôle. Et j'ai dit aussi, je tiens à le dire, publiquement, sur Radio Courtoisie, devant, je cite pas son nom. Ici, on est sur ATV Liberté. On est à TV Liberté. Oui, on est à TV Liberté, mais c'était peu importe. C'est bien. C'est les collègues de Radio Courtoisie, j'ai dit publiquement, devant un homme d'État qui a un très grand avenir en Russie, que pour moi, je considérais la Russie comme une nation impérialiste si elle s'attaquait à la Pologne. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, ce seraient des prétentions... Donc vous faites la part des choses entre voilà. le problème ukrainien et la Russie, Pologne. pour l'instant, c'est le rêve de Poutine. Il dit, la Russie, on est divisé comme les Allemands. Qu'est-ce qu'il veut faire, le rêve de Poutine? Il veut reprendre le contrôle au minimum de la Novorussie, c'est-à-dire tout le sud de l'Ukraine. Donbass, voilà. Il veut prendre le contrôle du nord du Kazakhstan aussi, il faut le savoir. Il veut prendre le contrôle de la Biélorussie. Et ce serait déjà pas mal. Si En fait, ce sont les empires qui se reconstruisent, parce que la Turquie d'Erdogan a des visées expansionnistes exactement pareilles. Mais là c'est des gens d'ethnie russe. russe. Et globalement, c'est ce que, avant-guerre, Adolf Hitler voulait faire avec l'Allemagne, de reprendre l'espace vital des Allemands, en remettant tous les Allemands au sein de la même patrie. Oui, mais là, pour des raisons historiques, il y avait l'Autriche-Hongrie, la Autriche. Tandis que là, il faut voir les choses. C'est que l'Ukraine, ça a été une création artificielle en 1991, parce qu'il y avait un sous-lographe qui s'appelait Helsinki, n'est-ce pas, à Brest-Litovsk, après avoir un peu trop bu, comme dit Poutine, ça a été la grande catastrophe du siècle. Bon, Helsinki, qui n'avait aucune vision géopolitique, il a accepté. Les Ukrainiens ayant manœuvré, d'ailleurs, c'est vrai, parce qu'il y a des puissances, il y a des forces autonomistes en Galicie, c'est vrai. Hein, bon. Et donc, l'Ukraine a beaucoup manœuvré, c'est vrai, pour que l'URSS puisse éclater. Voilà. Mais le fond du problème, moi j'ai remonté l'Ukraine, j'ai posé des tas de questions. Je vous garantis que si demain vous avez des armées russes, il y aura quelques des gens qui vont se battre, il y aura quelques morts, il y aura des gens qui sauveront l'honneur, hein, comme la prise de Saigon où les para-vietnamiens ont voulu sauver le Nord vis-à-vis du Nord-Vietnam. Vous avez des gens qui sont farouchement anti-russes en Galicie, etc. Tous les mouvements patriotiques de la Galicie, ces gens-là, ils se battront, ils se feront tuer. Mais à terme, il n'y aura pas de mouvement de résistance. Pourquoi? Parce que comme l'a dit Solzhenitsyn, comme l'a dit Poutine, c'est le même peuple. Depuis 3 siècles, n'oublions jamais que l'Ukraine, c'était la Russie en 880. Vous comprenez? Je dis que l'Ukraine, c'est pire que l'Alsace-Lorraine. Que la Russie a plus de droits sur l'Ukraine que la France sur l'Alsace-Lorraine. Pour faire simple et résumer, si l'éventualité que vous avancez de l'entrée des troupes russes en Ukraine se passe, vous admettrez quand même que les Russes, auront intérêt à assurer le service après-vente, ou après-achat plus exactement, parce que la dernière fois qu'une armée étrangère est rentrée en Ukraine, elle a été accueillie en libérateur, dit-on, et en libéraratrise, dit-on, et puis finalement, ça s'est assez mal terminé. Il ne faudrait pas que les Russes... Oui, mais c'était avec les Allemands. Attention, mais c'était avec les Allemands, pourquoi? Mais ils étaient accueillis en libérateur face aux Russes, face aux Soviétiques. Alors je fais la part des choses, effectivement, entre les Russes et les Soviétiques. Non, c'est parce que Hitler a traité les Ukrainiens d'Ultermensch, de sous-hommes. Sinon, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une c'est pour ça que je dis que Russes, qui ont quand même un contentieux. Historiquement, ils ont un contentieux avec les Ukrainiens depuis longtemps. Est-ce qu'ils n'auraient pas un risque qui, justement, ils ne se conduisent pas très bien? Peut-être pas en les prenant pour des sous-hommes. Je lis énormément les choses à ce sujet. Je tiens à vous rassurer. C'est que Poutine, c'est un homme très intelligent, qui a beaucoup lu. Hein, et il veut respecter la particularité de l'Ukraine. C'est-à-dire que, vous savez que, par exemple, le tsar, c'est en 1772, je crois que c'était le tsar, je ne sais plus lequel, qui à l'époque, et c'est vrai, il a interdit l'usage de l'ukrainien. Voilà. Il a imposé le russe. Mais Poutine, ça ne dérange pas que les gens parlent un dialecte ukrainien. La seule chose qu'il veut, c'est s'assurer que l'Ukraine, qui est en train de basculer, ça explique aussi ce qui s'est passé. Parce qu'il est vrai qu'actuellement, les forces... Oui, parce que moi, je suis là pour dire la vérité en face. Poutine, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'il pensait que l'Ukraine, ça allait pourrir. Et c'est pour ça qu'en 2014,
j'ai jamais compris, beaucoup de gens n'ont pas compris, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris le contrôle de Marioupol, c'était le fameux port juste après le Donbass, pourquoi est-ce qu'il n'a pas repris le contrôle d'Odessa, pourquoi il n'a pas repris le contrôle de Kharkiv, où tout le monde parle le russe, où ils sont anti-Maïdan. Il faut savoir qu'à Kharkiv, l'ancienne Kharkov, lorsqu'il y a eu Maïdan, et lorsque les pro-Maïdan ont voulu faire tomber la statue de Lénine, ils n'y sont pas arrivés. Parce que les gens de Kharkiv ont été majoritaires pro-russes, n'est-ce pas? Donc, Poutine est suffisamment fin. Et puis, à partir du moment où les Ukrainiens, les Russes reprendront le contrôle de l'État ukrainien, ça sera une promenade militaire pour moi. Mais il peut y avoir au départ, effectivement, des gens, il y aura des morts, ça c'est sûr. D'une intervention, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Une intervention militaire de l'OTAN, des États-Unis. Mais non, puisque en plus, Poutine, pour moi, ce ne serait pas un grand homme d'État s'il n'intervenait pas, puisqu'en plus, ils ont fait une faute fondamentale, les Américains et les Occidentaux. Ils annoncent publiquement qu'ils ne vont pas rentrer ils vont pas se battre pour l'Ukraine. Donc moi, je serais à la place de Poutine, je peux vous dire que pour mon pays, de même que si j'étais polonais, c'est pas parce qu'ils je défendrais la Pologne. Ils vont forcément tenir leur parole. Pardon ? C'est pas forcément parce qu'ils l'ont déclaré qu'ils n'interviendront pas militairement. Voilà, qu'ils ne le feraient pas. Mais non, ils le feront pas. Ils le feront pas parce que d'abord ils n'ont pas intérêt. Vous savez que l'armée russe, vous avez des gens qui ont été formés. Poutine a beaucoup manœuvré. Les gens, il y a une fibre patriotique. Tout ce qui était les anciennes écoles d'origine prussienne, tout ça, c'est tout ce qui était cosaque. L'armée russe aujourd'hui elle a un sacré moral. Vous avez vu comment s'est fait tuer le fameux gars en Syrie là qui avait en face de lui les djihadistes. Il s'est fait tuer pour la Russie, n'est-ce pas? Donc c'est une armée d'élite qui a un moral. C'est plus l'armée en haillons, n'est-ce pas, d'Eltsine, et c'est une armée redoutable, l'armée russe, qui fait peur à l'armée américaine. Ils ont des moyens, ils détruisent des satellites, ils viennent de détecter des sous-marins. Attention, l'armée russe, c'est plus de la rigolade. Hein. Donc les Américains, ils n'ont pas intérêt à se protéger. Cher Marc Roussel, on vient de faire. Voilà, je m'excuse. Mais vous n'avez pas à vous excuser. Mais je suis neutre et j'ai aucun intérêt avec la Russie, je tiens à dire. Vous n'avez pas à vous excuser, c'était passionnant. Non, mais on pourrait penser. C'est passionnant et on pourra en parler longuement. Oui. On a bien compris. Donc, revenons donc à la France, peut-être. Revenons donc un peu à la France, parce que. Vive la France. C'est vrai que cette émission est partie un petit peu. Oui, mais je défends la France et la situation horizontale. Parce que je dis bien, pour moi, c'est fondamental. Parce que si la Russie prend le contrôle de l'Ukraine, on commence à foutre les ricains le pied où je pense de l'Europe. Ça commencera par l'Ukraine. Voilà ce que je veux dire. Voilà. Et alors, donc, pour en revenir à la situation juste une question. Éric Zemmour, il est pour, pour quitter l'OTAN, il est pour... Ah oui, moi je connais très bien Éric, hein, j'ai discuté avec lui, je peux vous dire, je connais sa pensée, j'ai même échangé avec lui, donc dans l'intimité, donc je peux témoigner sans vouloir prétendre, mais Éric Zemmour, il se méfie beaucoup plus que moi de l'Allemagne, il m'a beaucoup apporté d'ailleurs. Sur l'Amérique, moi je lui ai apporté du côté de l'Allemagne, je lui ai ouvert les yeux sur la chose, et lui il m'a aussi ouvert les yeux, voilà. Lui, il est Zemmour, parce qu'il pense que c'est l'intérêt de la France, il est vraiment très tourné vers la Russie, pour des raisons stratégiques. Oui, pour une entente, avec l'entente de l'Europe des Nations. Voilà, mais Philippe. Voilà. Un pays n'a pas à avoir d'amis, elle a des intérêts. Oui, vous savez ce que disait le Nicolas II, la Russie n'a que deux amis, c'est sa flotte et son armée. Vous connaissez la fameuse expression. Alors, pour en venir donc à la situation de la France, voilà, à l'intérieur des frontières maintenant. Oui. Vous en parlez forcément, de l'économie et tout. C'est une encyclopédie, mon bouquin. Et vous nous disiez tout à l'heure, là je vais donner une révélation, qu'en fait, pour vous, la solution... ça passe par les solutions, c'est-à-dire de faire tout le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. À tout niveau. Il y a rien. Aujourd'hui, il n'y a rien à garder de la façon dont on gère la France. La seule chose qu'il faut garder, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis permis de tester entre guillemets mon ami Zemmour avant de le défendre. D'abord, je me suis aperçu que c'est un pragmatique et un réaliste. Alors pour moi, c'est très important. Et puis ensuite, j'avais une peur, je dis bien très bien, avant de lui donner toute ma confiance, c'est que ce soit un homme souverainiste au sens étroit du terme, au sens philippot du terme, c'est-à-dire qu'il soit trop souverainiste au sens hexagonal, et qu'il n'ait pas compris
qu'on vit au XXIe siècle et qu'il faut donc vivre pour avoir une économie compétitive à l'échelle du XXIe siècle. Or, Éric Zemmour a parfaitement compris cela. Et c'est pour ça, à partir de ce moment-là, je suis à fond derrière lui, et je l'affiche publiquement, parce que ce garçon-là, je peux vous dire, c'est un pragmatique, c'est un réaliste. Il ne veut pas sortir de l'Europe. Oui, il est très malin, il est très fin, c'est comme le protectionnisme avec Maurice Allais. Il est réaliste. Il a une formation qui n'est pas, il n'est pas passé par l'entreprise. Moi, j'ai connu le réalisme de l'entreprise, mais dès son essence, son état d'esprit fait que c'est un réaliste. Voilà. Mais justement, sur l'Europe, lui, il ne veut pas sortir, il ne prône absolument pas. Il est un peu sur la position de Bernard Monod, non, mais il fait ce que je ferais. Il fait ce que je ferais sur l'Europe. Marc Ausset, il est un petit peu sur la position de quelqu'un comme Marc Monod ou des gens comme ça qui Bernard Monod, qui il sont... est plus pragmatique, oui, mais il est très bien parce que vous voyez, par exemple, ce qu'il veut faire, comme Maurice, le protectionnisme, par exemple, c'est des choses, il faut un homme pragmatique pour réussir le protectionnisme. Il ne faut pas faire l'idéologie. Il disait très justement, par exemple, l'immigration, il va prendre ça, faire un référendum dans le peuple français, et à partir de là, il va faire comme les Polonais, comme les Hongrois, il va aller à Bruxelles, la France est une des nations fondatrices, il va dire, eh ben non, voilà ce que je fais, puis vous pouvez me dire ce que vous voulez, moi, à partir de maintenant, je mets des forces armées, il n'y a plus personne qui rentre en Europe, la Cour européenne... En France et en Europe, ça ne dépendra pas de lui. Mais c'est comme ça qu'il faut prendre le problème. Il ne faut pas prendre le problème de façon idéologique en disant je vais défendre, je vais dégringoler l'UE. Vous avez raison. Là, on arrive au fond. Et Zemmour va prendre le problème comme ça. On arrive au fond du problème, tel qu'on a commencé cette conversation. Oui. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Mme Pécresse. Bon, le problème, en fait, il est là. Le problème, soit on est pour la défense de notre identité, de notre indépendance nationale, de notre identité européenne, de notre identité française et européenne, je préciser. Oui. Soit on est pour cette défense, soit on est pour que la France continue à exister. Oui. En tant que nation souveraine, avec un peuple avec ses caractéristiques bien précises, soit on est pour le melting pot généralisé, qu'il s'agisse du melting pot des nations ou du melting pot des populations, et à ce moment-là, on est diamétralement opposés. Voilà. Oui. Alors, Mme Pécresse et son parti, jusqu'à nouvel ordre, et par rapport à ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, parce qu'on oublie qu'ils ont quand même été un certain temps en pouvoir, ces gens-là, eh bien, jusqu'à présent, ils n'ont fait qu'une politique alignée sur celle de la globalisation, sur celle du mondialisme, sur celle du grand remplacement, voilà, ils ont fait cette politique. Or, le seul, allez, on va pas être trop méchant, on va dire l'un des seuls, voilà, même si l'autre, sans donner de nom, est mal en point, le seul, en tout cas, qui défend authentiquement devant le peuple français la défense de la nation française, la défense de l'identité française et européenne, sous toutes ses formes, c'est Éric Zemmour. On est bien d'accord. Et donc, il a choisi, lui, il incarne cette vue des choses et l'Europe puissance des nations et les autres, l'ensemble des autres à peu près incarnent la vision contraire. C'est-à-dire que si on est pour la mondialisation, si on est pour le melting pot, si on est pour le grand remplacement, si on est pour la destruction, bref, on a le choix de Monsieur Poutou à Madame Pécresse. On a le choix et chacun trouvera son bonheur chez l'un ou chez l'une ou chez l'autre. Question bassement économique sur la globalisation. Est-ce que depuis 2 ans, la crise, la grande dinguerie sur le Covid et tout, quand même les nations se sont refermées sur elles-mêmes. Est-ce que vous pensez que ça va être un début de coup de frein à la mondialisation ou que ça va repartir je vais plus loin, puisque j'ai fait partie du monde des multinationales, et j'ai passé mon temps là-dedans. Je dis très bien que la délocalisation continue. Oui, vous êtes responsable quelque part. Non. Mais j'ai jamais, je tiens à le dire. Mais je tiens à le dire, j'ai jamais aimé les licenciés, j'avais jamais la mentalité d'un financier. Et pour moi, je me rappellerai surtout certains moments, j'ai jamais aimé licencier des hommes pour gagner de l'argent. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est dramatique, c'est qu'actuellement la délocalisation continue. Actuellement. Donc il n'y a pas eu même un début. Non, les fondements. Il y a une chose, il y a un monsieur, je suis un adepte, j'ai échangé avec lui, je lui ai parlé, j'ai jamais rencontré. Bon, on parlait pendant longtemps, c'est un ami commun avec le président Gattaz, de Maurice Allais, c'était pas n'importe qui, vraiment. Et j'ai pu parler avec lui, j'ai échangé longuement avec lui. Cet homme, voilà, il l'a dit.
cet homme, il a écrit des bouquins, lui aussi, il a été chassé des médias. La pensée des médias, c'est un génie, ce Maurice Allais. Il a écrit... tant qu'on ne pratiquera pas un protectionnisme au niveau européen, on n'en sortira pas. Il y aura des délocalisations qui continueront d'une façon insidieuse, où les gens continueront à investir. Il faut savoir que particulier les multinationales françaises, vous avez 60% des activités qui sont à l'étranger. Les Allemands, c'est 28%. Les Français courent beaucoup plus après l'argent que les Allemands, qui ont gardé un minimum de fibres patriotiques, n'est-ce pas? Donc, les fondements actuels font que on pratique de la poudre aux yeux, n'est-ce pas, avec les programmes d'avenir de M. Macron, avec les programmes d'investissement de l'Europe, etc. On va mettre 30 millions d'investissements d'avenir. Moi, j'ai un programme à vous dire. Je peux vous dire que si j'étais avec mon ami Éric Zemmour, ou si je devais prendre les manettes de ce pays, et c'est fondamental, il y a 200 millions d'euros, je dis bien 200 millions d'euros à économiser en France. Parce que tout ce qu'on veut faire pour sauver l'industrie française, pour rétablir la compétitivité, il faut commencer par arrêter de gaspiller les dépenses publiques avec l'immigration qui représente plus de 84 milliards. Vous avez les fonctionnaires, on a 2 millions de fonctionnaires en trop, on a 5 600 000 fonctionnaires en France, il y en a parce que moi, j'entends quand même 3 millions et quelques années... en Allemagne. Il y a 84 milliards d'euros à gagner avec nos 2 millions de fonctionnaires en trop. Et puis vous avez les retraites. Tout ça, ça fait 200 milliards. Après, vous avez des tas de postes que je peux vous énumérer. Ils sont tous dans mon bouquin. Mais moi, j'ai fait la somme. Et j'arrive à 400 milliards. Vous en économisez la moitié. Vous gagnez 200 milliards. Avec 200 milliards d'euros, vous sauvez la France. Voilà. Est-ce qu'il y a quand même un gouvernement depuis 40 ans, parce que depuis 40 ans où je m'intéresse à la vie politique, je les entends tous dire qu'effectivement, ils vont réduire les dépenses de l'État. Oui. Donc réduire les fonctionnaires. Et chaque année, le nombre des fonctionnaires augmente. Mais exactement. Avec Macron, ça augmente. Il n'y en a pas un seul qui a, en 40 chaque ans, nouveau réussi. président nous annonce qu'il va simplifier la vie des Français, et il y a de plus en plus de paperasserie à remplir. Vous savez, en gros, vous avez ce qu'il faut, c'est qu'il y ait changé le système de la fonction publique. Vous avez les doublons entre les régions, les communes. Vous avez l'absentéisme. Ça, c'est dramatique. Vous avez, par exemple, l'éducation nationale. C'est monstrueux. L'absentéisme dans l'éducation nationale est monstrueux. Non, mais il est monstrueux aussi dans des tas d'autres, dans les régions, par exemple. Il est monstrueux aussi. Alors là, je vais me faire l'avocat du diable. Là, je vais vous faire sauter au plafond, tous les deux. L'absentéisme dans l'éducation nationale, oui, il est monstrueux, tout à fait. Bon, ok, je discute pas. Mais, pour en avoir discuté parfois avec des enseignants, faut pas un métier facile. Alors déjà, quand on était gamin, c'était pas facile, mais quand on était gamin, bon, voilà, c'était plus facile, et pour une raison qui nous saute aux yeux. Dans notre enfance, l'absentéisme à l'école, il y en avait quasiment pas. Il y en avait quasiment pas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un prof qui se retrouve, quand vous avez un prof qui se retrouve avec une classe de 25 élèves où il y a 24 nationalités différentes, quand il y en a pas un qui en a quelque chose à faire de ce qu'il raconte, et parce que nous on respectait le prof, et puis d'ailleurs qu'on respectait pas le prof pour une raison ou pour une autre, on se faisait engueuler par nos parents à juste titre. Et aujourd'hui, quand tout le monde s'en fout et que tout le monde est là pour mettre le désordre, pour parler poliment, eh bien, les profs, je comprends, moi, qu'un certain nombre en est ras-le-bol, hein, et que c'est ça, tout le problème, il est lié. Le problème, il est lié. C'est-à-dire que tant qu'on continuera cette politique dingue, qui consiste à faire de la France le réceptacle de du monde entier, c'est sûr qu'il y aura de plus en plus d'absentéisme chez les profs. Voilà, je crois qu'il faut quand même, avant de s'attaquer aux effets, il faut s'attaquer aux causes, et les causes, c'est toujours la même, d'ailleurs c'est celle que dénonce Éric Zemmour à toute occasion, c'est l'immigration. Voilà. Et alors je tiens à dire une chose, parce que j'étais dans l'entreprise, c'est pour ça que ce livre me parle particulièrement, c'est que j'étais un homme de redressement, donc j'étais un sauveur d'entreprise. Par 3 fois, j'étais dans des missions difficiles, des missions perdues d'avance au Brésil. Je cite une division du groupe Carrefour, hein, c'était moi le responsable de la division Hard Discount. C'était d'ailleurs ma plus belle réussite de la vie professionnelle. En 2 ans, j'ai donné une leçon de management au groupe Carrefour, je dis bien. Et j'ai appris une chose qui est vraie, je pense, pour sauver la France, pour sauver l'entreprise, c'est que lorsque on veut vraiment, il faut d'abord avoir du courage.
Si vous n'avez pas de courage, vous êtes mort, vous n'y arriverez jamais. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut avancer tout azimut en même temps et vite, dès que vous prenez les manettes. Moi, pourquoi est-ce que, par exemple, j'ai sauvé la division hard discount qui était sur le point d'être vendue par le groupe Carrefour, parce que j'ai attaqué tout azimut. Ouais. Il ne faut pas faire du séquentiel, sinon vous êtes mort. Bon. Donc, il faut c'est tout changer, les valeurs, l'éducation, tout va ensemble. Marc Rousset, l'heure avance. Avec vous, on s'en rend pas compte d'ailleurs, mais enfin le chrono est là. Bah, c'est passionnant d'être Donc, avec vous. On a abordé beaucoup de sujets, il faut dire. Oui, on avait beaucoup de sujets qu'on avait envisagé c'est une d'aborder. encyclopédie. Donc tout est dans votre livre, donc c'est pas compliqué. Si vous voulez en savoir plus, vous achetez le livre, vous verrez, tout est écrit dedans. Et Marc Rousset nous a donné quelques exemples. J'approuve, j'admire votre passion. Et quand je vous entends, quand on dit parfois que Éric Zemmour est seul et qu'il n'a pas de gens compétents autour de lui, vous avez quand même un certain nombre de compétences à votre actif. Et donc c'était passionnant de vous entendre et surtout j'admire la fougue avec laquelle vous en parlez. Ah oui, je parle vrai. Donc nous aurons j'espère que votre livre contribuera effectivement à forger, à armer le programme de la France de demain. C'est l'artillerie lourde de campagne. L'artillerie lourde pour la France de demain. Voilà. Oui, exactement. Pour Éric Zemmour et pour le parti Reconquête. D'accord. En complément de son bouquin. Eh bien, écoutez, j'espère que ça sera entendu. J'espère que beaucoup parmi vous pourront se le procurer et en faire le diffuser autour d'eux, parce qu'il faut savoir, en ce moment on est en campagne, il nous reste plus que une cinquantaine de jours, 7 ou 8 semaines pour inverser les choses. Je le répète, soit on veut que ça continue comme ça, à ce moment-là on a le choix, soit on veut que ça change, et à ce moment-là il n'y a qu'un seul choix. Voilà. Donc les choses sont claires. Alors, donc, oui, je voulais juste rajouter, j'ai encore une petite seconde, juste rajouter à propos de ce que vous avez dit par rapport au coût de l'immigration, pour annoncer en avant-première la parution prochaine d'un nouveau livre de notre ami André Possokov, que nous avons reçu que je cite d'ailleurs. À longueur, nous avons déjà reçu à plusieurs reprises ici, un nouveau livre consacré au coût de l'immigration. Oui. Et croyez-moi qu'en tant qu'éditeur, j'ai vu le livre, c'est passionnant, et, enfin, il faut s'intéresser aux chiffres, hein, mais c'est passionnant, et donc il va sortir d'ici quelques semaines, donc vous serez remarquable. Voilà. D'ailleurs, le premier livre étant évidemment consacré à l'immigration en tant que telle, et le deuxième au coût de l'immigration. Voilà. Eh bien, écoutez, oui, une dernière chose, j'ai oublié de le préciser en début d'émission, mais vous l'avez tous constaté, il y a un grand absent autour de cette table, c'est le professeur, mais le professeur avait un petit empêchement aujourd'hui, il ne pouvait donc pas être des nôtres, mais rassurez-vous, il va revenir très très vite. Il nous reviendra. Le professeur nous reviendra. Voilà. Marc, merci. Donc je rappelle c'est moi qui vous remercie. Je signale aussi la parution aux éditions de Alpha d'une très belle série de livres d'Alain Benoît, que les téléspectateurs connaissent bien, puisqu'il anime régulièrement une émission. Donc c'est une bibliographie générale de la droite française en 5 volumes. Voilà, il y en a déjà une première édition il y a 15 ans à peu près. Ouais. J'avais réalisé cette première édition, et là maintenant il y a une nouvelle édition en 5 volumes et non plus en 4. Très beau volume. Donc avec des auteurs différents, et où effectivement les bibliographies des auteurs qui étaient dans les 4 premiers volumes ont été actualisées. Eh bien, vous trouverez, évidemment. Merci Philippe pour ces précisions. Vous trouverez ce livre des éditions de Alpha, ces 5 volumes, je veux dire, sur le site franceffi.com. Et bientôt sur Synthèse Nationale. Et bientôt sur synthèsedition.com aussi. Synthèse Édition. Et bien sûr, le dernier numéro de Synthèse Nationale que je vous ai présenté tout à l'heure. À très bientôt, chers amis, pour une nouvelle émission. Merci Marc Rousset. Au revoir. Merci. Merci.